Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de la BD dans la Cité, organisé par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, en partenariat avec l'hebdomadaire Le Point. Et l'idée étant de se faire rencontrer des auteurs ou autrices de bande dessinée avec des acteurs de la société civile pour montrer comment la bande dessinée aujourd'hui contribue au débat d'idées. Et justement, pour ce troisième numéro, on a décidé de s'intéresser à la question de l'écologie, que ce soit de l'écologie en bande dessinée, la façon dont elle est abordée, mais aussi de l'impact de l'édition sur l'environnement. Nous sommes installés ici dans les locaux de la Fondation Good Planet qui nous accueille au sein du domaine de Longchamp. Et pour parler de ce sujet, je vais accueillir dans un tout petit instant Cyril Dion, écrivain, réalisateur, militant écologiste. Son dernier film Animal est sorti en salle il y a quelques semaines. Face à lui, Alessandro Pignocchi, chercheur en sciences cognitives et désormais auteur de bande dessinée. On lui donne notamment La recomposition des mondes, qui est une plongée dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les très drôles Petits traités d'écologie sauvage, ou encore Anent, nouvelle des Indiens Jivaros. Alessandro Pignocchi, bonjour. Bonjour. Et bonjour Cyril Dion. Bonjour. Merci à tous les deux d'être ici dans les locaux de la Fondation Good Planet. Alessandro Pignocchi, à quel moment vous vous êtes dit « je vais me mettre à la bande dessinée » et surtout pourquoi utiliser ce médium-là et cette forme d'art-là pour parler d'écologie et pour sensibiliser aux questions d'écologie et d'environnement? C'est marrant, on me pose souvent la question formulée comme ça, mais en fait, on ne choisit pas vraiment son médium dans une visée stratégique. On ne commence pas par se dire j'ai envie de parler d'écologie, qu'est-ce qui conviendrait le mieux? Est-ce que je fais un film, un essai, une BD? On fait ce qu'on peut et ce qui se présente à nous. Et en l'occurrence, je viens de la recherche universitaire. Et il y a eu un moment quand j'ai commencé à me déplacer vers des sujets avec un contenu politique un peu plus substantiel que ce que je faisais à une époque. Le côté essai m'a plus convenu. Il se trouve que je dessinais et donc j'en suis venu à la bande dessinée assez naturellement, mais quoique assez naturellement non, il y a quand même eu un certain nombre de soubresauts et de tentatives. Et finalement, les vertus que peut avoir la BD pour parler d'un certain nombre de sujets, je les ai découvertes dans un second temps, quoi, en la faisant. C'était pas des motivations en amont qui ont guidé mon choix, quoi. Et justement, c'est quoi ces vertus que vous avez pu découvrir? Elles sont multiples, mais il y a pour la BD documentaire, il y a une vertu qui est vraiment très satisfaisante quand on la pratique, c'est que c'est une première personne qui est moins snob et moins pédante qu'un jeu écrit, quoi. Et à partir du moment où on se dessine en BD, surtout quand on se dessine avec une gueule de crétin naïf comme je le fais, on se moque immédiatement de soi et ça permet de faire glisser le documentaire à la première personne sans le côté nombriliste. Disons, c'est un jeu qui devient très facilement un nous, quoi. Quand je me dessine en Amazonie ou sur la ZAD, je suis assez facilement le novice auquel tout le monde va s'identifier, et surtout avec une superposition entre le regard du personnage qui vit les aventures à la première personne et l'auteur qui se moque de lui, qui a une vision ironique sur lui-même, ce qui allège un peu tout, quoi, ce qui permet de faire glisser, y compris des propos un peu théoriques, de façon beaucoup plus légère et moins snob qu'une première personne écrite. Théorique ou entre guillemets alarmiste, ou en tout cas qui est inquiétant. Ouais, c'est pas tellement inquiétant ce que je raconte sans doute, mais et sinon, alors on imagine tout de suite que oui, c'est plus grand public, que ça permet de parler à tout le monde, etc. Ce qui est sans doute vrai. Après, il y a assez vite des limites de contenu, quoi. C'est quand même que c'est bien la BD quand ça met le pied à l'étrier pour aller vers des essais et des choses un peu plus substantielles. Mais un point que j'ai découvert aussi et que j'avais pas forcément anticipé, c'est plus à qui ça me permet de parler, comme il y a quelque chose d'assez un peu inoffensif, gentil dans la BD. Je me retrouve à discuter aussi bien par exemple avec Frédéric Lordon qu'avec Baptiste Morisot et avec les habitants de la ZAD, et je fais un peu le pont entre ces différents pôles qui sont amenés évidemment à tisser des alliances dans les temps qui viennent, mais qui pour l'instant ont plutôt tendance à s'insulter les uns les autres par essais et textes interposés. Et du coup, sans doute que si je faisais des essais, j'aurais pas la même facilité pour parler à ces différents gens. Et du coup, non, c'est pas tellement. Enfin, c'est pour ça que quand je dis ça permet à parler à tout le monde, je parle plus à des groupes de gens déjà motivés, déterminés, etc., que d'imaginer qu'on va changer les mentalités dans le grand public, quoi. Vous, Cyril Dion, à quel moment vous avez pris conscience que la bande dessinée faisait aussi partie de ces médias qui parlaient d'environnement? Parce que moi, j'ai souvenir que même dans les BD dans les années 70-80, le thème de l'environnement était sous-jacent. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on voit énormément de BD qui traitent de ces questions-là. Oui, j'en ai pris conscience quand j'en ai découvert. Hein. Par exemple, celle d'Alessandro. J'ai lu une super enquête sur les algues vertes aussi, il y a peut-être 2 ans, qui m'a beaucoup éclairé, parce qu'effectivement, j'aurais pas forcément été chercher le sujet de moi-même. Et là, ça m'a permis de l'aborder beaucoup plus simplement. Je vois qu'il y a des tentatives, là, une tentative qui a très bien marché récemment avec Jean Covici et Blin, qui ont fait
une BD pour essayer de vulgariser la question de l'énergie et comprendre un petit peu comment nous, on se situe au milieu de tout ça. Et c'est bien. Enfin, et je vois que les éditeurs aussi, moi j'ai été sollicité par plusieurs éditeurs, donc je vois qu'il y a une tendance. Justement, la BD de Jancovici et Blin, elle montre comment notre course permanente à l'énergie fait qu'on va droit dans le mur. C'est-à-dire que j'allais dire, si on avait eu un essai qui s'appelait La course à l'énergie, je ne suis pas persuadé qu'il y aurait des dizaines de milliers de personnes qui l'auraient acheté. En revanche, là, parce que Christophe Blin, parce que Jean-Marc Jancovici, ça devient un produit culturel qui se vend très très bien. C'était une des BD qui était en rupture de stock comme des fêtes. Les gens se sont beaucoup offert ça à Noël parce qu'ils y voient une utilité. Moi, j'ai offert celle d'Alessandro. Mais parce que j'y vois sans doute une utilité aussi. L'intérêt d'une forme d'art, et ça peut être la même chose avec les films, c'est que c'est quelque chose qui est encore plus facile à partager. Tiens, j'ai lu ça m'a vachement fait rire, ça m'a touché, ça m'a interrogé, j'ai appris plein de trucs, j'ai compris ça alors que je l'avais pas compris. Lis-le aussi, parlons-en. C'est quand même un médium qui est très convivial, la BD. Et qui n'est pas que pour les enfants, puisqu'on avait aussi une image longtemps de la BD pour les enfants. Vous... c'est comme les animaux, en fait. C'est pas les animaux, c'est pas que pour les enfants. Vous, Alessandro, je voulais qu'on revienne sur notamment ce que vous décrivez dans votre plongée dans les Indiens Jivaros, mais le rapport entre l'humain et la nature et les plantes. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à la nature au sens très large qui est très différent d'une autre. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? On a 2 heures devant nous. Non, mais en 2 mots, c'est les trucs... C'est mon sujet d'interrogation et de travail dans la lignée de l'anthropologue Philippe Descola depuis que j'ai commencé la BD. Mais disons juste en 2 mots, la façon même dont tu viens de poser la question montre que tu es un occidental bien de chez nous. Bien sûr. En disant les Indiens sont proches de la nature, ce qui est un abus de langage vu que les Indiens n'ont pas même de nature. Il n'y a aucun il n'y a pas de mot il n'y a aucun mot dans aucune des langues amazoniennes qui pourtant sont très variées, ont des origines extrêmement diverses. Il n'y a aucun équivalent de notre mot nature. Et si on prenait le temps d'expliquer à un Jivaro pas trop occidentalisé ce qu'on entend par nature, sans doute qu'il en aurait une compréhension très différente de ce que nous on entend par là. La nature, c'est un concept relativement moderne qui chosifie les plantes, les animaux et les milieux de vie, qui les met à distance et qui les met au service des humains. Il y a la culture d'un côté qui crée le sens, la diversité des modes d'organisation sociale, et de l'autre, un monde inerte d'objets, plantes, animaux, milieux de vie, qu'on exploite ou qu'on protège, mais qui dans tous les cas sont au service des humains. Dans la très grande majorité des autres cultures dans l'histoire des sociétés humaines, les plantes et les animaux étaient d'une façon ou d'une autre mêlés à la socialité des collectifs. Et en Amazonie et dans les autres cultures animistes, cet emmêlement est le plus extrême qu'on puisse imaginer, puisque les plantes et les animaux sont dotés d'une intériorité, d'une vie sentimentale et émotionnelle similaire à celle des humains, et donc ils sont dotés de facultés de communiquer, empathiques, émotionnelles. Et donc les décisions du collectif impliquent les non-humains, et il y a de très bons arguments solides pour considérer qu'on aurait tout intérêt à se déplacer vers un rapport au monde, alors non pas devenir animiste, c'est malheureusement impossible, mais en tout cas où les intérêts, les perspectives, le point de vue des non-humains, ça peut être les animaux, les plantes, mais aussi les milieux de vie. Il y a des gens, dont Descola avec qui je travaille en ce moment, qui défendent ce point de vue, cette idée-là, qu'on doit aller vers un rapport au monde où c'est évident qu'ils ont des intérêts et qu'on en tient compte. On en tient compte de façon tout à fait spontanée, qu'il n'y aura pas d'issue un peu joyeuse de la crise écologique si on reste pris par ce carcan où c'est des objets, on pense à leur place et on les protège éventuellement, mais comme des objets précieux. Alors je ne vais pas développer, mais ça ne va pas bien se passer si on reste là-dedans. Et il faut que les décisions qui organisent les collectifs humains ne soient plus guidés par des impératifs économiques, ça c'est sûr, on y reviendra peut-être, mais en tout cas que le collectif de prise de décision implique les intérêts des non-humains. Et c'est une idée qu'on retrouve, c'est pour ça que je trouve intéressant de vous faire rencontrer, qu'on retrouve aussi dans votre dernier film. Il y a cet intervenant qui dit « c'est lié à une culture qui nous a fait croire que nous étions les seules formes de vie intéressantes ». Là aussi on retrouve aujourd'hui cette thèse-là finalement. C'est un courant qui reprend de l'ampleur dans l'écologie occidentale moderne. Donc là c'est Baptiste Morisot qui dit ça, qui est clairement au départ influencé par Philippe Descola et qui s'en est un tout petit peu écarté, qui a essayé d'y apporter des choses nouvelles et qui essaie de nous resituer, c'est-à-dire de dire qu'on est des vivants parmi les vivants, qu'on a besoin de se réenchasser dans le monde vivant, qu'on a besoin de se réensauvager, qu'on a besoin de prêter à nouveau attention à tout ce qui nous entoure et au fait que le monde est habité par des non-humains autant que par des humains.
Et que cette réalité-là, elle a des côtés très prosaïques, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a le monde vivant qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on peut respirer. Et si on continue dans cette perspective donc de considérer que le vivant est de la matière inerte, de la matière bête et méchante, chosifiée, qui est simplement un champ de ressources qu'on peut exploiter pour alimenter la chaudière de la croissance économique, on va vers des situations très inconfortables. C'est-à-dire qu'on va vers potentiellement une 6e extinction de masse. Une extinction de masse, c'est 75% en gros du vivant qui disparaît brutalement. Donc brutalement, ça s'entend à l'échelle géologique, c'est pas en 15 jours, mais malgré tout, c'est rapide par rapport à l'évolution du vivant. Et si 75% du vivant s'effondre, faut bien se dire que il y a quand même de fortes chances que l'être humain fasse partie de la charrette. Et même si on ne faisait pas partie de la charrette parce qu'on a une capacité d'adaptation importante, la vie des humains qui resteraient serait assez misérable. C'est pas tellement ce dont on a envie. Et on continue à penser à ça. On avait une discussion tout à l'heure avant l'enregistrement sur le climat. On a résumé la question écologique à une question technique, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est le climat, donc c'est les tonnes de carbone, donc comment on économise des tonnes de carbone, donc est-ce qu'il faut du nucléaire ou des éoliennes ou des voitures électriques, sans jamais resituer la question écologique là où, a priori, elle est étymologiquement et puis la plus importante, c'est-à-dire comment est-ce que les êtres humains et le reste du monde vivant peuvent parvenir à une forme d'équilibre. Enfin, comment on peut cohabiter dans des systèmes. Je réagis juste par rapport à ça, c'est que au-delà de ça, quand bien même il y aurait une solution technique ou autre à la crise écologique, et ce qui n'est évidemment absolument pas le cas, mais qu'on soit tiré d'affaire de ce côté-là, un monde où on tient compte où on est pris dans des institutions où dès le plus jeune âge on tient spontanément compte des intérêts des non-humains, et un monde plus joyeux et agréable à habiter. Enfin, c'est infiniment plus riche. On peut imaginer ce que ça fait de comparer une marche en forêt entre un occidental qui voit à peu près rien, même s'il a appris à identifier quelques espèces, mais pour qui c'est un décor, en gros, quoi, un décor très beau, avec lequel éventuellement on peut rentrer dans une relation esthétique, mais néanmoins un décor. Comparer ça avec un givaro pour qui est entouré d'interlocuteurs potentiels, de points de vue, qui va spontanément se mettre à la place des non-humains qui l'observent, qu'après, bon, dans l'animisme, qui par ailleurs, tous ces non-humains pourront le visiter en rêve pour interagir avec lui transmettre des messages, etc. Mais on peut imaginer, même au niveau visuel, auditif, sensoriel, la richesse d'un tel monde, et aussi l'intensité de vie qu'on gagnerait dans les décisions collectives à petite échelle, territorialisées, si on tenait spontanément compte des intérêts, si n'importe quelle décision politique de comment on va gérer l'agriculture dans tel endroit, comment on va gérer l'habitat, etc., était conditionnée aux intérêts des non-humains. Ça donne une richesse d'existence, une épaisseur de vie incomparable avec celle qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et malheureusement, on peut pas vraiment l'anticiper, quoi. C'est que c'est tellement loin qu'on a du mal à se représenter à quoi ça pourrait, et tout ce qu'on y gagnerait. Alors ça nécessite de renoncer à un certain nombre de choses, sans doute en termes de consommation et de gadgets matériels, mais c'est ça le drame, c'est que cette consommation et ces gadgets matériels, nos corps sont pris dedans quotidiennement, alors que ce qu'on gagnerait à une forme d'émancipation par rapport à ça, on ne peut que l'imaginer, à part qu'on a eu la chance de faire un terrain anthropologique, ou par ceux qui ont la chance de vivre un certain temps sur une ZAD, par exemple, qui peuvent entrevoir un peu plus précisément l'épaisseur d'existence qu'on gagnerait à ça. Sinon, on ne peut que l'imaginer abstraitement, et c'est un des intérêts des luttes territoriales de type ZAD, c'est que ça permet de se mettre en situation, quoi, de mettre son corps dans la situation d'entrevoir ce que des institutions où les prises de décision politiques seraient radicalement hautes de ce qu'elles sont aujourd'hui, nous ferait gagner en joie de vivre, quoi. Ça, c'est ce qu'on voit bien dans votre BD, effectivement, cette plongée dans Notre-Dame-des-Landes. Mais si je reviens sur les petits traités, vous partez du postulat que ça y est, c'est admis, que c'est ce système-là, finalement, et que ça y est, la nature et les humains forment un grand tout. Et donc, les politiques sont obligés d'appliquer de composer avec ça. Et étonnamment, ou pas d'ailleurs, et c'est pour ça que je voulais vous poser la question, ça en fait une BD assez drôle, parce qu'on est tellement loin de ça que quand on le lit et quand on se confronte aux politiques qui doit se rendre à l'autre bout du monde et qui calcule que ça va lui prendre X mois, enfin je n'ai plus les exemples précis, mais ça devient presque, pardonnez-moi, mais ridicule. Bien sûr,
Alors, encore une fois, faut toujours faire la différence entre les motivations premières de faire une œuvre et les justifications a posteriori qu'on construit dans un second temps. Les motivations premières, c'était clairement de faire de l'humour débile avec des concepts compliqués et le côté jubilatoire que ça peut avoir, et aussi, malgré tout, le côté un peu baume apaisant de, pour une fois, imaginer un monde qui irait dans... Puisque l'actualité, pour moi, comme pour beaucoup de gens, est quand même assez difficile à vivre, et de voir que les décisions politiques vont à peu près systématiquement dans le sens exactement inverse à celui que j'aimerais leur voir prendre. Imaginez un monde où pour une fois ça irait dans un sens qui m'est sympathique, ça faisait quand même du bien, quoi. J'avais presque un peu honte, quoi, de à quel point ça m'apaisait d'imaginer ces scénettes absurdes. Et après, oui, on peut construire des justifications a posteriori, en prenant la maxime qui veut que le rôle de l'anthropologie et de l'histoire, c'est de faire sentir à une société la relativité de ses valeurs et des structures qui organisent son monde. Et là, ce qu'on pourrait espérer de la lecture des petits traités d'écologie sauvage, c'est qu'on se dit oui, c'est absurde, mais après tu reviens au monde réel et tu te fais en fait, oui, il est largement aussi absurde que ce qu'il y a là-dedans. Enfin, tout ça est construction sociale, décision politique, et il n'y a pas de raison d'imaginer que celui-ci soit plus absurde, loin de là, que celui dans lequel on est en train de vivre, quoi. Cyril, qui est un lecteur des petits traités, ça, typiquement, c'est une forme de sensibilisation qu'on retrouve majoritairement en bande dessinée, parce que faire un film en prenant ce postulat-là, ça serait beaucoup plus compliqué dans la représentation, finalement. Ça serait plus cher. Ça serait plus cher, ça c'est sûr. Quoique, pas tout le temps. C'est-à-dire que créer ce décalage qui provoque un peu de l'absurde, ça peut se faire même avec peu de moyens, et ça peut se faire dans des films. Mais effectivement, c'est très efficace, c'est très drôle. Ça a une forme de vertu qui est de décloisonner nos imaginaires. On est quand même la plupart du temps le nez rivé à... C'est ce que disait Alessandro à l'instant. On est rivé à ce monde-là, à cette réalité-là. On y est rivé effectivement physiquement, psychologiquement. On est bombardé de messages. On est dans l'idée que tout ça est un peu immuable, ou en tout cas que ça serait tellement difficile de le changer que de toute façon il vaut mieux continuer dans cette trajectoire-là. Et là, tout d'un coup, on est plongé dans quelque chose d'autre. Ce qu'a pu faire d'une autre façon, pas du tout sur les mêmes sujets, Adam McKay avec Don't Look Up, en créant des espèces de distorsions, en poussant des curseurs justement jusqu'à l'absurde pour nous permettre à un moment d'avoir un peu de recul et de nous regarder nous-mêmes et de nous dire « Ah oui, tiens, on est con, finalement. Puis est-ce qu'on est aussi loin de ça ? C'est ça, le se regarder soi-même. C'est quand l'anthropologie réussit son coup, c'est ça que ça provoque. Quand on apprend en lisant Descola que la distinction nature-culture est toute relative, d'un coup on est pris de vertige. Parce que sinon, sans le contrepoint qu'offre l'anthropologie et éventuellement ses dérivés dans la fiction, c'est des concepts, des notions qui sont si évidentes qu'elles n'offrent même pas de prise à la pensée réflexive. Disons-moi, avant de dire Descola, que le fait qu'il y ait quelque chose qui s'appelle la nature et qu'il faille la protéger via le parc national, c'était l'évidence absolue. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous attrape et qui vous lève pour vous montrer qu'en fait non, c'est pas du tout la perspective politique la plus désirable, qu'un monde du vivre avec, où les activités humaines seraient vraiment organiquement enchevêtrées dans les intérêts des non-humains, est infiniment plus désirable qu'un où tu aurais des zones naturelles protégées comme ce qui semble être la seule perspective politique offerte par le monde occidental, quoi. Justement, Descola, j'ai noté, parce que dans la préface d'une de vos bandes dessinées, il parle aussi de la représentation et de la valeur d'un dessin. Il dit « Une photo n'est pas plus neutre ou véridique que ne l'est un dessin, mais le dessin fait prendre conscience de la médiation qu'il opère. » Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bah oui, ouais, c'est sûr. Annette, ma BD sur les Givaro, au début, c'était un projet de film. Et c'est vrai que le film documentaire donne l'illusion de montrer la vérité, quoi. Comme c'est moins, ouais. Alors qu'évidemment tous les choix, tout est complètement filtré par la subjectivité des auteurs, et ce qu'on perçoit, c'est finalement avant une forme de réalité, c'est ce qu'on comprend implicitement de la démarche de l'auteur, etc. Et sauf que les médias type photo, film se cachent derrière une illusion d'objectivité que la BD peut pas faire. Là, c'est évident qu'on est dans le regard de quelqu'un, donc effectivement il y a une espèce de forme d'honnêteté par rapport à ça, quoi. Enfin, de même, ma BD sur la ZAD, bien sûr que c'est une œuvre de propagande qui, enfin, il y a aucun doute là-dessus, quoi. Alors que alors qu'un documentaire, par exemple, filmé, qui essaierait de faire semblant de donner le point de vue aux différentes parties, etc., se présentera comme quelque chose d'objectif, alors qu'évidemment, cette illusion d'objectivité est d'une absurdité totale. Donc, vaut mieux l'admettre dès le début que faire semblant qu'on est objectif, qui est un concept vraiment dangereux, quoi. Quelle est la réaction du réalisateur de documentaire ? Non, mais moi, je suis complètement d'accord. J'ai passé mon temps à dire ça. Par exemple, quand on a eu des longues conversations sur Demain, je disais, mais c'est un point de vue, quoi. On a choisi de
de montrer la réalité sous un certain angle, avec une certaine intention, à la fois une intention politique, philosophique, mais aussi une intention dans les effets que ça pourrait produire. C'est ça, faire un film. Mais c'est vrai que c'est moins clair quand on le reçoit que pour une bande dessinée. Oui, mais c'est parce qu'on manque de culture et d'éducation à l'image. Ouais. Parce qu'effectivement, filmer, monter, écrire, ce sont des choix permanents qui sont purement subjectifs. Et c'est construire des trajectoires de sens qu'on détermine. Qu'on détermine pour le... Moi, après, on peut essayer de les déterminer avec le plus d'honnêteté possible. Là, par exemple, quand on a fait Animal, une des choses qui m'a fait très plaisir, c'est que Bella, donc il y a 2 protagonistes principaux qui sont des 2 adolescents, Vipoulan et Bella. Et Bella, quand elle a vu le film à Cannes, m'a dit je sais pas si la personne que je vois à l'écran, c'est vraiment moi, ou si c'est ce que tu as reconstruit de moi. Mais c'est tellement proche que moi-même, là, je me sens pas, je sais pas trop. Et je me suis dit, ah bah ça, c'est chouette. Parce qu'on a réussi à reconstruire avec le cinéma, dans quelque chose de totalement construit, une forme de vérité qui est suffisamment proche de ce qu'elle a vécu pour qu'il y ait une certaine sincérité. Mais c'est par exemple le cas quand, quand Colum McCann, pour parler du roman, écrit Danseur sur Nureyev, il dit qu'il va se renseigner, qu'il va rencontrer tout le monde, qu'il prend des notes, puis après qu'il essaye de laisser tout ça de côté, et il écrit une œuvre qui est aussi largement fictionnée. Et pour en avoir parlé ensuite à la famille de Nureyev, la famille de Nureyev lui a dit finalement, c'est presque la biographie la plus fidèle qu'on a lue de lui, parce qu'il y a quelque chose qui s'est transmis à travers de votre sensibilité, qui lui ressemble tellement, même si les faits sont pas exacts dans tout ce qui s'est passé, quoi. Et c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de faire en sorte que les choses nous échappent aussi. Après, l'illusion d'objectivité est aussi en partie propre à l'Occident. C'est que l'idéal de ce qu'est connaître ou comprendre dans l'Occident moderne, c'est l'image du scientifique, qui est le parangon de la connaissance et dont on considère qu'il est capable de s'extraire de son objet d'étude pour en donner une vision purement objective. Alors que s'extraire de son objet d'étude est rigoureusement impossible. Et ce qu'est connaître ou comprendre en Amazonie, par exemple, la figure emblématique, c'est le chaman qui, lui, au contraire, a la faculté de se projeter dans le corps de l'autre. Et donc c'est une connaissance par subjectivation totale. C'est je vais comprendre ce que pense l'autre en essayant de me mettre à sa place et non pas en m'extrayant Dans un cas comme dans l'autre, c'est des idéaux. C'est tout aussi impossible de se projeter dans le corps de l'autre que de s'en extraire complètement. Mais néanmoins, c'est pour ça que en Occident, cette illusion d'objectivité, alors là on a parlé du cas du cinéma ou de la photo, ce qui est finalement pas trop grave, mais par exemple les sciences économiques se sont construites là-dessus. Elles font passer pour objectif, pour naturel, des choix politiques qui n'ont absolument rien, ni de naturel ni d'objectif, pour vous dire il n'y a pas d'autre solution. On est soumis aux règles économiques, c'est comme la gravité, etc. Même de très scientifique d'ailleurs. Ah non, absolument pas. Le succès des sciences économiques, c'est qu'elles ont naturalisé des récits qui convenaient aux classes dominantes. C'est pour ça que l'économie a un tel succès. Et du coup, pour peut-être boucler la boucle et revenir sur le rôle politique de la BD, du cinéma, des récits, etc., faut pas en surestimer quand même l'impact direct. C'est très bien de nourrir les imaginaires, de proposer des nouveaux récits alternatifs, de faire prendre mais ce qui façonne les subjectivités, ce qui organise nos comportements, c'est quand même les institutions dans lesquelles on est prise. Et malheureusement, on est dans une situation politique où les subjectivités collectives ont malgré tout peu de pouvoir causal pour transformer les structures institutionnelles dans lesquelles on est pris, et notamment la suprématie qu'occupe aujourd'hui la sphère économique et les règles du jeu économique dans les décisions collectives. Il n'y a pas, encore une fois, je le répète, d'issue un peu collectivement plaisante à la crise écologique sans défaire l'emprise que l'économie a sur les choix politiques. Et ça, à un moment, il va falloir s'attaquer aux institutions de façon assez frontale, Même si c'est pas parce qu'il y a des récits partagés, que personne n'est d'accord, mais qu'on reste prisonnier de ces trucs-là, rien ne va changer. Donc, c'est très bien de façonner les imaginaires, mais à un moment, pour acquérir un pouvoir causal, ces récits doivent nourrir les rangs des luttes qui s'annoncent, de groupes éventuellement beaucoup plus restreints de personnes, mais motivés, déterminés à s'en prendre aux institutions, et notamment aux institutions qui solidifient les règles économiques.
Parce que quand les intérêts de groupes de population sont si enchevêtrés dans le maintien des règles économiques telles qu'elles sont, c'est assez peu probable, ou en tout cas ça sera minoritaire, la proportion de la population qui sera prête à s'en prendre frontalement à ce qui maintient en place ces intérêts de classe, quoi. Après, l'un des points de départ, ça reste quand même de sensibiliser. Justement, vous parliez tout à l'heure aussi de tout ce courant de bande dessinée de reportage qui s'intéresse aujourd'hui aux questions d'écologie. Évidemment, Les Algues Vertes est une BD qui a très bien marché, mais il y a aussi la Revue Dessinée qui fait régulièrement des sujets autour. C'est aussi à travers ça qu'il peut y avoir une forme de prise de conscience. Et là encore, la bande dessinée, je pense, a un rôle important à y jouer. Ouais, mais faut pas voir la prise de conscience comme une fin en soi, quoi. Elle est importante que si elle nourrit des luttes politiques et écologiques. Il faut faire le pas d'après. Faut pas laisser croire aux lecteurs que c'est juste parce qu'ils prennent conscience et qu'ils vont individuellement faire des petits gestes. Non, mais la forme d'art, elle ne peut que ça finalement au départ, faire prendre conscience. Et après, c'est au lecteur ou ça peut être le côté amené à la lutte peut être plus explicite quand même. Que c'est très bien de faire prendre conscience de l'état du monde, de ses problèmes, de montrer qu'il y aurait des nouveaux récits, etc. Mais à un moment, il faut en venir à un discours un peu plus explicite sur les moyens d'action, des propositions. Enfin, c'est ce qu'on est. On est en train de préparer un livre de discussion avec Philippe Descola qui sera mi-BD, mi-discussion. Et c'est quand même, on essaye de se forcer à aller un peu plus loin que juste un récit alternatif ou un constat sur la situation dramatique du monde. C'est qu'est-ce qu'on fait très concrètement, comment on s'organise collectivement pour essayer de défaire, de réincruster la sphère économique dans les décisions politiques, comment on prend des territoires à l'économie et à l'État pour imaginer concrètement d'autres façons de vivre, comment on alimente tous les mouvements ZAD, squat, etc., qui sont une des formes d'espoir quand même les plus concrètes en ce moment. Il faut faire l'effort de franchir ce pas-là et d'arriver dans le concret. Dès la production du livre ou du film ou de la BD Pas forcément, mais en tout cas dans ce qu'on en dit autour, faut être explicite là-dessus, quoi. Faut pas surestimer le pouvoir, faut pas inverser la causalité de l'histoire, quoi. C'est pas les récits qui font tout seuls les institutions dans lesquelles on est pris. On est pris dans des structures institutionnelles qui sont d'une solidité extrême, qui sont extrêmement dures à défaire, et il faut avoir juste conscience de ça, quoi. Et oui, complètement d'accord. Enfin, là, moi, je suis en train de préparer une série de fiction et un film de fiction qui mettent en scène ça, des luttes, clairement, avec l'idée que ça va aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que des luttes qui sont privées de récit, si on pense par exemple au printemps arabe ou même ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui sont simplement piégés dans une espèce d'élan qui cherche à secouer les institutions mais sans capacité de se projeter dans une autre organisation sociale, politique, culturelle, mentale, sont voués finalement à se dégonfler. Donc pour moi, il y a une espèce de contingence entre trois grands facteurs quand il y a des grands bouleversements, il y a des gens qui sont capables de penser le monde autrement que comme il est, donc effectivement en projetant des récits nouveaux, que ce soit des artistes, que ce soit des penseurs, que ce soit des gens qui habitent dans des ZAD, que ce soit des gens qui réinventent la façon de faire de l'agriculture, de créer de la monnaie, etc. Des rapports de force, très importants, qui peuvent être violents et non violents, et on voit que la plupart du temps, que ce soit pour les suffragettes, que ce soit pour la fin de la ségrégation, que ce soit pour la fin de l'esclavage, que ce soit pour la fin de la monarchie, il y a souvent les deux, mais la dimension violente et d'affrontement est quand même toujours présente. Et puis des circonstances historiques qui viennent jouer comme des catalyseurs. La Première Guerre mondiale pour le droit de vote des femmes en Angleterre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour l'indépendance de l'Inde. La sécurité sociale en France. Exactement. Et là, on voit bien que le changement climatique est une circonstance historique puissante qui va agir comme un catalyseur pour renforcer des luttes. C'est-à-dire que les premières victimes du changement climatique vont certainement être les premiers rebelles et les gens qui vont grossir les rangs des gens qui vont chercher à secouer les institutions et en même temps nous obliger à penser à des récits différents, c'est-à-dire nous dire si cette société qui est purement techniciste, obnubilée par le matériel et le matérialisme n'est plus possible, dans quel genre de monde pourrait-on vivre ? C'est intéressant que tu aies cité les Gilets jaunes, parce qu'effectivement, ça a été trop vite pour que un récit produit par des Gilets jaunes eux-mêmes puisse prendre forme. Mais moi, c'était les collectifs, notamment, alors c'est pas du tout les seuls endroits, mais là où il y a eu une rencontre entre les habitants de la ZAD et les collectifs de Gilets jaunes à Rouen, à Saint-Nazaire, etc., c'était complètement fascinant. La métamorphose ultra rapide des raisons de lutte et la transformation des Gilets jaunes qui se sont jetés dans cette lutte en 15 jours,
C'était complètement. On passait d'une lutte de revendication de pouvoir d'achat et économique dans un enjeu de classe à une lutte qui s'est immédiatement élargie et qui est devenue quelque chose contre le monde économisé lui-même, une volonté de sortir du statut d'objet que leur attribuait l'économie, de s'organiser autrement, de prendre des décisions complètement différentes. Et là, alors qu'on aurait pu croire que c'était une lutte anti-écolo, vu que c'était des histoires de taxes essence, etc. Et c'est ouverte, enfin disons l'espèce de... Il y a eu une espèce d'élan, pas dans tous les collectifs de gilets jaunes, loin de là, mais en tout cas dans ceux que j'ai fréquentés en Loire-Atlantique, une extension de la solidarité au non-humain, à voir les plantes, les animaux d'élevage, les écosystèmes, etc., comme des partenaires d'oppression et de lutte potentielle. Et ça, ce transfert-là, cet élargissement d'une lutte qui restait dans une matrice à l'origine relativement classique de on veut accroître notre pouvoir économique, quoi, à une lutte vraiment quasiment métaphysique, c'était complètement fascinant et malheureusement ça n'a pas été accompagné de récits, en tout cas qui ont eu une répercussion nationale, quoi. Ce qui est intéressant dans ce qu'on peut faire nous, c'est en faisant des films, en faisant des BD, c'est là encore essayer de décloisonner des imaginaires qui sont souvent eux-mêmes dans une forme d'oppression. L'idée, par exemple, que c'est insurmontable de transformer nos institutions en faisant aboutir des luttes, le fait de le mettre en scène et le fait de le matérialiser, c'est quelque chose qui peut ancrer une forme de puissance autoréalisatrice. Parce que dans des collectifs. Les petits traités, typiquement, je disais tout à l'heure, on en rit au début, et puis quand on tourne les pages, on se dit... Et finalement, pourquoi pas ? C'est aussi ça. C'est vrai qu'il y a aussi cet effet-là que peut produire un récit, que ce soit en bande dessinée. Après, c'est quand même surtout la BD sur la ZAD. Et là, je suis un peu en train d'en préparer la suite qui joue ce rôle-là. Parce que là, pour le coup, on est plus dans le réel. Et que oui, on peut reprendre des territoires à l'État et à l'économie et y développer Là, c'est tout l'enjeu en ce moment, qui est la lutte politique entre les habitants de la ZAD et le conseil départemental, enfin le bras armé de l'État qui est en jeu, c'est réussir à habiter un territoire autrement avec les enjeux agricoles qui sont vraiment organiquement enchevêtrés dans la vie, dans tous les autres aspects de la vie, que ce soit la production culturelle, rituelle, l'habitation, toutes les autres activités de subsistance. Et là, vraiment, il y a une façon d'habiter le territoire et de prendre collectivement les décisions qui le concernent, avec encore une fois un collectivement qui implique les non-humains, qui est en train de se mettre en place en ce moment et qui doit lutter de façon complètement acharnée, presque de façon encore plus acharnée que quand il était question d'un aéroport, pour résister aux règles de l'État qui voudraient ségréger tout ça, avoir une agriculture intensive, de l'habitat à l'écart, quelque chose de bien contrôlable et lisible, parce que c'est ça le rouage premier de l'État, c'est la gouvernementabilité, donc la lisibilité des choses, et il ne supporte absolument pas que dans le bocage tout soit mêlé organiquement comme ça, il faut bien ségréger, les habitants devraient aller dans les bleds alentours et venir en voiture sur leur exploitation agricole, il n'en resterait qu'une poignée par ailleurs, vu qu'il faut le moins possible d'agriculteurs, et donc là, pour le coup, on n'est pas dans une fiction type petit traité d'écologie sauvage. C'est vraiment du dur. C'est en train de se passer en ce moment. Et l'enjeu est gigantesque, quoi, parce que déjà, ça donnerait un espoir à toutes les autres luttes naissantes en disant il y a une vie après la victoire, quoi. Gagner un territoire, ensuite on peut continuer à s'y organiser, à mettre vraiment en place les fondements d'un monde autre. Et on est on est dans le solide avec la possibilité de l'expérimenter, avec la possibilité d'avoir une base arrière qui pourra nourrir logistiquement, en termes d'imaginaire, etc., tout un tas d'autres luttes. Et donc là, ce qui s'y passe, on n'est plus effectivement dans les récits éthérés et les subjectivités, on est vraiment dans l'extrêmement concret et la possibilité, y compris pour des gens de passage, de donner une réalité vécue à des idées qui, sans ça, restent effectivement dans le registre du discours et de l'imaginaire, quoi. Et pour finir, je voulais quand même qu'on dise aussi un mot de la production, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, produire un livre, ça a un impact environnemental, produire un film aussi, même s'il y a toute une... C'est souvent pire, oui. Et c'est souvent pire, bien pire, même s'il y a là aussi un mouvement. Vous, comment vous abordez ces questions-là, et est-ce que c'est déjà un point important ? Enfin, j'avoue que j'ai pas regardé à la fin de vos livres si c'était imprimé en France ou dans les pays de l'Est. Mais comment vous vous situez par rapport à ça ? Ouais, non, mais là, je vais botter en touche. Pour l'instant, j'ignore le problème, sachant que quand bien même ça serait produit en France de la façon la plus écologique, entre guillemets, c'est quand même pourri, quoi. Enfin, c'est pas... du coup, non, le seuil, la collection anthropocène, j'imagine qu'ils font un peu gaffe, mais c'est
vraiment difficile de publier un truc en se disant je vais être d'une cohérence parfaite. C'est absolument pas le cas. Parfait, non, mais peut-être quand même chercher à se rapprocher d'une forme de responsabilité telle que peut le faire aujourd'hui certains tournages de cinéma, ou de se dire ça sera jamais parfait, mais on essaie. L'impact que ça aurait en termes généraux, un effort là-dessus. Enfin, déjà, je vois même pas ce que ça pourrait être concrètement, à part s'auto-éditer, quoi, déjà dans un premier temps. Et ce serait tellement négligeable à côté d'essayer de toutes les façons possibles d'alimenter certains types de luttes qu'effectivement, mais bon, c'est pas bien, hein, c'est une forme de paresse, mais je me suis assez peu posé la question pour la production de mes BD de ce point de vue-là, quoi. Et vous, Cyril ? Moi, je suis... En fait, je pense qu'on le fait parce que effectivement, on essaie d'avoir l'impact le plus mesuré possible. On le fait aussi parce que sinon, on brouille le message parce qu'on se fait tomber dessus à bras raccourcis. En disant, alors, vous nous dites que, et puis vous faites même pas. Oui, c'est un argument, c'est souvent retourné. Pour autant, le fond du problème est absolument pas là. C'est-à-dire que, justement, ça n'enlève rien à ce que je viens de dire. Oui, c'est important de le faire pour une raison de la plus grande cohérence possible et en même temps de ne pas brouiller son message. Mais cette espèce de petit jeu de se montrer du doigt pour savoir qui est le plus cohérent, etc., c'est l'espèce de piège vicieux dans lequel nous a enfermé la conversation écologique depuis plusieurs décennies. Parce qu'en réalité, le problème est majoritairement structurel, il est majoritairement dans les modèles politiques, économiques qui organisent et qui orientent de façon assez massive les comportements des gens. Et donc, tant que les gens passent leur temps à se dire, bon alors, toi tu manges de la viande, c'est ça, c'est devenu un outil de distinction bourgeoise, c'est ça qu'il faut éviter. Distinction bourgeoise, et puis c'est une façon de diluer en fait la capacité de mobilisation des gens. C'est-à-dire que tant qu'on passe notre temps à culpabiliser, à se montrer du doigt, à faire des petits concours, on n'organise pas notre énergie à construire des collectifs, à construire des trajectoires qui sont capables de transformer structurellement les institutions. Alors que c'est ça dont on a besoin. Et sur les flics avec qui on parlait sur la ZAD, vraiment le premier propos qui revenait à chaque fois, c'était « vous n'êtes pas écolo parce que vous brûlez des pneus sur vos barricades ». Alors on n'en est pas là, mais c'est effectivement un peu le principe, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce 3e numéro de la BD dans la Cité. Cyril Dion, Animal, qui est peut-être encore dans quelques salles et qui va bientôt arriver en DVD, VOD, etc. Et qui est encore en salle. Et qui est encore en salle, même s'il est sorti il y a quelques semaines. Et Alessandro Pignocchi, Les Petits Traités, Anent, effectivement votre reportage, on peut dire que c'est un reportage dans Notre-Dame-des-Landes. La recomposition des mondes. Et le prochain, donc on a compris, avec Descola. Qui sera une sorte d'hybride entre... ça sera un peu le tome 4 du Petit Traité d'écologie sauvage, mais avec une conversation politique avec Philippe Descola. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu et merci à la Fondation Good Planet de nous avoir accueillis ici au domaine de Longchamp.